Chapitre 10 maintenant. On parle toujours des adolescents et là, on va s'intéresser à son développement social et affectif. Donc, vous vous rappelez que dans le social et affectif, social, bien sûr, c'est les gens autour. Et l'affectif, c'est la façon dont la personne a de négocier avec l'environnement extérieur, que ce soit des tensions, des plaisirs, des situations inquiétantes. En fait, on va parler de sa personnalité et de ses émotions. Voilà. Du côté social, on va s'intéresser à ses amis, ceux qu'on appelle les pairs, P-A-I-R-S, qui vont prendre de plus en plus de place dans sa vie. Les parents vont être un petit peu mis de côté. Pour certains, ça va être un grand bonheur. Pour d'autres, ça va être un grand souci. Donc, la crise d'adolescence, vous avez déjà entendu parler de ça. On va essayer de voir en quoi ça consiste et si c'est une réalité ou si c'est un mythe. Lançons-nous dans le chapitre 10. Quand on pense au développement socio-affectif de l'adolescent, tout de suite, il nous vient en tête un concept très important qui est la quête de l'identité. L'identité, en fait, la crise identitaire. Erik Erikson est un psychologue qui s'est intéressé énormément, on sait, il s'intéresse au développement de la personne humaine, tous les âges de la vie, mais par rapport à l'adolescence, il a vraiment nommé cette crise-là comme étant quelque chose de très important pour la suite. Hein. Vous savez qu'Erikson, il y a deux pôles dans ses... Quand il voit les crises du développement, confiance, méfiance, autonomie, honte et doute, en tout cas, vous savez, un côté positif, un côté négatif, et bien dans l'identité, pour lui, c'est la résolution de ça qui est attendu. Puis qu'est-ce que c'est que l'identité pour lui? Ben, c'est composé d'objectifs, de valeurs, de croyances auxquelles l'adolescent en fin d'adolescence va être attaché. C'est lourd de sens, chacun de ces concepts-là. Des objectifs, c'est vers où tu t'en vas. Des valeurs, ça, c'est un petit peu plus difficile à définir. Les valeurs, c'est un peu comme des convictions familiales. Souvent, c'est des convictions familiales, mais quand l'adolescent est exposé à d'autres dynamiques familiales, il peut choisir de nouvelles valeurs qui ne sont pas celles de ses parents. Alors là, il se retrouve un peu tiraillé entre les deux. Et parfois, il va retourner aux valeurs familiales, mais en tout cas, on va parler de ça, de comment il va se positionner. Et puis, pour ce qui est des croyances, eh bien, oui, il peut avoir des croyances qui sont des convictions par rapport à son avenir, que pour lui, ça va arriver parce qu'il y a des dons, il y a des talents particuliers, puis il est convaincu qu'il va pouvoir décrocher tous les diplômes qu'il veut, parce que lui, il se perçoit d'une telle façon. La réalité, confronté à la réalité, parfois ces croyances-là vont ébranler également. Le petit lien en dessous, le petit lien vidéo, on nous présente une adolescente qui nous présente sa chambre. La chambre de l'adolescent, c'est son antre, si vous voulez, dans lequel il peut se retirer et se retrouver. Et les chambres d'adolescents, ça leur ressemble intimement. Ils se projettent vraiment à l'intérieur de leur chambre. Puis c'est très, très fréquent que, rendu à cet âge-là, ça soit à la demande expresse de l'adolescent, je veux redécorer ma chambre pour qu'elle me ressemble. Alors, comme il est en crise identitaire, il se peut qu'au cours de la même année, ou en tout cas à l'intérieur de 2 années, la chambre a été repeinte, restructurée, remodelée, parce qu'il est en recherche de qui il est. On voit aussi un contraste important entre le type de chambre des garçons et le type de chambre des filles. Et puis, quand on dit « Ah oui, la chambre d'un garçon, c'est bordélique, mais pas la chambre d'une fille. » Non. Ça va pas du tout avec le sexe de l'individu. Ça va avec l'individu, les traits de l'individu. Et certains adolescents se sentent très, très confortables dans leur bordel. Et puis, il ne faut pas être intrusif. Il faut lui laisser la responsabilité de tenir de l'ordre dans sa chambre, l'ordre qu'il souhaite. Bon, il ne faut pas que ça dépasse les bornes. C'est sûr que s'il y a de la nourriture qui pourrit dans un coin, là, il faut qu'on se parle. Mais c'est sa place à lui, c'est son refuge. Alors, il faut lui donner la chance de prendre soin de lui à l'intérieur de cet espace-là qui lui ressemble. Donc, la 5e crise
du modèle d'Erikson, le modèle psychosocial d'Erikson, c'est la crise qui s'appelle identité versus confusion d'identité. On dit aussi confusion de rôle. Peut-être plus facile à comprendre de cette façon-là parce que l'adolescent, dans sa quête identitaire, il s'interroge beaucoup sur les rôles qu'il va avoir à jouer dans l'avenir. Il se projette déjà dans sa vie adulte, qu'est-ce qu'il va faire comme travail, vers qui il va se retourner dans ses relations amoureuses. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, est-ce qu'il se voit quelqu'un qui va être très sédentaire ou quelqu'un de très actif ou quelqu'un qui va voyager à travers le monde? Est-ce qu'il va rester proche de ses parents ou au contraire, il a un goût d'aventure? Oui. Puis, quelle place il va encore jouer auprès des personnes avec qui il est présentement? Ses amis, ses parents, pas ses professeurs, parce qu'il n'y a pas de rôle à jouer vis-à-vis de ses professeurs, là, mais comme futur travailleur, peut-être. Là, bon. Donc, il essaye de savoir, elle va être où sa place, puis où est-ce qu'il s'en va dans tout ça. Ce qui peut amener aussi de la confusion d'identité. Il se connaît peu. Il n'a pas expérimenté beaucoup de choses. Donc, qui suis-je? Oui, que fais-je, qu'entends-je? Où vais-je? Ça peut amener une période de confusion, puis il y en a que ça peut durer très longtemps. La confusion d'identité qui peut résulter d'une non-identité affirmée, eh bien, ça pourrait se transformer en ce qu'on appelle le faux soi. Un soi pour plaire. Dans le fond, cet individu-là, dans sa recherche de qui il est, se fierait beaucoup plus aux gens autour de lui pour se définir. En fait, il voudrait se définir pour leur faire plaisir. C'est ça, le faux soi. Les parents, par exemple, qui auraient un enfant qui est performant dans beaucoup de disciplines, que ce soit au niveau des sciences, de la musique, donc dans les arts, dans les sciences, il performe beaucoup, mais ses parents lui inculquent l'idée que pour réussir dans la vie, tu dois te lancer dans le domaine des sciences. Dans un domaine des sciences, parce que tu as le potentiel là et tu as beaucoup plus de chances d'avoir un emploi, d'être épanoui, heureux et un bon salaire. Il se peut que ça soit un faux soi, parce que pour cette personne-là, peut-être c'est le domaine des arts qui l'intéresse plus. Puis il n'y a rien qui dit que le domaine des arts ne mène pas à avoir des résultats aussi importants que quand tu es dans le domaine des sciences, mais les parents ont déterminé que c'est ça. Alors ce jeune-là va suivre la demande des parents. D'ailleurs, un exemple comme ça qui est de notre actualité, en tout cas, pour ceux qui connaissent Andrea Bocelli, le chanteur d'opéra. Le chanteur d'opéra, eh bien, c'est ça, il voulait être chanteur d'opéra, et son papa, il voulait pas. Son papa, il dit, tu vas faire tes études en droit, et si tu complètes tes études en droit, eh bien là, si tu veux faire chanteur d'opéra, tu feras chanteur d'opéra. Eh bien oui, il est devenu chanteur d'opéra après avoir fait toutes ses études en droit. Alors, lui a fait un faux soi le temps des études, mais il est revenu à lui. Vous pourrez le prendre un peu comme exemple d'actualisation de soi. Régression par crainte de l'avenir, ça voudrait dire que dans sa recherche d'identité, l'adolescent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément bloquer à la préadolescence. Il va avoir besoin d'être accompagné main dans la main pour faire plein de choses. Je ne dis pas que tous les enfants ont toujours besoin de se faire accompagner main dans la main, là, mais c'est un peu ça, incapable de prendre des décisions par lui-même, va encore une fois se fier à ses parents, mais va devenir très dépendant. Et puis, probablement qu'au niveau de ses performances aussi, ça va diminuer. Performances scolaires, ça va diminuer beaucoup parce qu'il n'est pas en quête de recherche de son identité. Il est perdu. Alors, on reste un petit enfant perdu. Et puis, nous avons les conduites irréfléchies par défi des lois et règles établies. Ben, qu'est-ce qu'on voit là-dedans dans la confusion d'identité? Eh bien, c'est tout simplement, on se rappelle nos adolescents avec le mode de pensée adolescent, l'illusion d'invincibilité. Eh bien, ça, c'est très, très infantile comme mode de raisonnement. Alors, il va s'embarquer là-dedans, puis pour plaire aux autres. N'oubliez pas le faux soi pour plaire aux autres, montrer à quel point tu peux être top, hot, en roulant à 200 km/h. On a cette partie-là. Autre élément de la théorie de Erikson, tomber en amour, pour lui, c'est quelque chose de très important dans la résolution de la crise d'identité pour l'adolescent. Moi, je préfère le mot « élever en amour ». S'élever en amour, il ne l'a pas dit, ça c'est moi qui le dis.
Parce que tomber, il me semble, ça fait mal, hein? Tu sais, tu tombes en bas de l'escalier, tu tombes en bas d'une échelle, tu tombes enceinte, là. On dirait que tomber, c'est descendre, ça fait paf, ça fait mal. Non, s'élever en amour. Je le vois plus comme ça. Donc, pour lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une tentative pour l'adolescent de mieux définir son identité. Comment ça se passe? C'est que l'amour adolescent n'est pas un amour encore mature. Mais l'autre, il produit le reflet de son identité. Donc, ce qu'il voit dans le regard de sa partenaire, elle de son partenaire, c'est ce qui confirme qui il est. En fait, l'adolescent n'est pas amoureux, il est en amour avec l'amour. J'ai 14 ans. Mon premier petit coup de cœur, okay, ce jeune homme-là, je le trouve très, 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 très beau. Et puis, il me dit que je suis très, 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 très belle, que je suis douce, que je suis sensible, que je suis intelligente, que je suis drôle. Moi, je lui dis la même chose. Donc, je cherche chez lui mon reflet. Lui, il me confirme qui je suis, qu'est-ce que je veux entendre. Donc, je suis pas en amour avec lui, je suis en amour parce que lui me dit. C'est ça, être en amour avec l'amour. Donc, les premiers amours adolescents, je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas intenses. Hein. Ils sont très, très, très intenses. Mais c'est quand même être en amour avec l'amour. Toujours pour Erikson, pour lui, la recherche d'identité, elle est essentielle et même vitale pour l'adolescent. Certains adolescents vont être en état de confusion plus longtemps que d'autres. Il y en a d'autres que ça va se dessiner de soi. La ligne va être tracée de soi. Il y avait déjà une bonne idée de qui il voulait être. Tout ce qui se passe dans la vie, c'est que ça confirme. Avec leur expérience, avec qu'est-ce qu'ils vivent à l'école, avec leurs amis, ça confirme qui ils pensent qu'ils sont et qu'ils doivent être. Mais c'est possible que ça dure plusieurs années. Pour lui, là, ça peut durer une dizaine d'années. Donc, à partir du début de la puberté jusqu'à l'âge de 22 ans, ça se peut que ça oscille, ça se peut que les jeunes changent d'orientation scolaire, ça se peut qu'ils changent de style, tu sais, le style vestimentaire, style musical, style relationnel, je vous dirais. Donc, ça va osciller pour certains, tandis que d'autres, on dirait que le chemin est déjà tout tracé et c'est facile. Que ça soit facile ou que ça soit pas facile, l'important, c'est que l'issue pour l'adolescent soit satisfaisante, qu'il dise « ça, c'est moi ». Donc, un adolescent qui a un style, on dirait un petit peu plus, j'allais dire baroque, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais très original, mettons, et puis qu'au bout de tout son cheminement, ben, il se reconnaît vraiment comme quelqu'un qui est un style plutôt excentrique, original et une unicité que l'on voit presque, j'allais dire histrionique, mais c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Mais il se reconnaît là-dedans, puis il est à l'aise avec ça. C'est un bon cheminement. Alors, bon, on dit que l'identification joue un rôle important. L'identification à qui on va s'identifier? C'est à mes parents. Oui, ça se peut. Mais plus souvent, l'adolescent va s'identifier à ses pairs. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Si avant ça, c'est sa maman qui gérait son style vestimentaire, maintenant, c'est lui, elle, qui va gérer ça. Et puis, va être comme ses amis. Regardez, c'est qu'est-ce qui le rejoint. Et puis encore là, ça peut fluctuer. Il y en a qui vont se donner, bon là, je vous ai mis des petites images là, d'espèces de punk. Je pense pas que c'est leurs vrais cheveux. En tout cas, si c'est possible, tabarouette, je trouve plutôt qu'on dirait des balais Swiffer collés sur le dessus de la tête. Mais ce groupe-là devient un groupe auquel ils vont s'identifier. Si pour eux autres ça passe avec les amis, eh bien, c'est parce qu'ils sont corrects. Est-ce qu'ils vont avoir ce style-là toute leur vie? Il y a peu de chances. En tout cas, peut-être pas de façon aussi punchée. Donc, ils vont s'identifier les styles musicaux, les styles vestimentaires, les attitudes sociales, les façons de parler, toutes les phrases d'ado qu'on entend, ils les testent les uns auprès des autres avant de confirmer ces phrases-là. Donc, ça chill, là, ça date pas d'il y a 20 ans, là. Préjugés, comportements sociaux, oui, ils vont entretenir aussi des préjugés avec la gang. Puis un préjugé, c'est un jugement, c'est un préjugement, s'il vous plaît.
sans fondement. En fait, c'est fondé sur un germe de vérité, un préjugé, mais tu n'as pas connaissance vraiment, conscience d'où ça vient et comment il a été bâti. Donc, s'il se trouve avec un groupe, par exemple, néo-nazi, ben, ils vont entretenir le préjugé qui va avec ce mouvement-là, sans connaître vraiment les origines. Ils ne vont pas au fond des choses. Ça, c'est un peu désolant. Puis différents comportements sociaux, les uns par rapport aux autres, comment les gars se comportent par rapport aux filles, les filles par rapport aux gars, et aussi tout ce qui est de l'ordre de l'homophobie. Ça peut être entretenu dans les groupes d'adolescents. Si tu fréquentes un groupe d'adolescents qui est homophobe, tu t'identifies à leur façon de voir. Toujours selon Erikson, pour lui, l'adolescent, cette période-là où est-ce qu'on est à la recherche de qui on est, il appelle ça un moratoire psychosocial. Moratoire, c'est un temps d'arrêt. Pour lui, c'est essentiel qu'à l'adolescence, on puisse permettre aux jeunes de se questionner avant de s'engager dans quelque chose qui va devenir éventuellement sa route tracée, mais elle doit être tracée par lui-même. La force adaptative dans laquelle qui doit ressortir de cette crise-là, c'est ce qu'il a appelé la fidélité. Nous, quand on pense à fidélité, on pense à fidélité sur le plan amoureux. Oui, ça a un petit peu de ça parce que les premières amours adolescentes, mais comme je vous ai dit, c'est un amour qui est immature, c'est un amour adolescent. Mais c'est de la loyauté. Tu prends des engagements. C'est d'avoir un sentiment de confiance, d'appartenir à, on dit l'être aimé, à un groupe, à des compagnons, compagnes à un groupe. Je suis important pour eux, ils sont importants pour moi et on se soutient à la vie, à la mort. Vous avez peut-être déjà entendu parler des espèces de petits rituels d'adolescents où ils se font un échange de sang. Ils se coupaient, mettons, un petit bout de doigt, puis bon, ils se frottaient le bout du doigt pour se dire, regarde, à la vie, à la mort. Là, tu dis, ouais, mais avec le sida, ils ont-tu arrêté? Là? Je ne sais pas si cette pratique-là est encore courante, mais ils peuvent avoir des espèces de rites initiatiques, des rites de soutien les uns par rapport aux autres, parce que pour se rassurer, ils veulent vraiment s'engager auprès de personnes en qui ils ont confiance. Oui, mais les parents, ils les aiment. Oui. Mais encore là, les amis, les proches, la blonde, le chum, ça devient ceux-là qui sont les références au niveau de la fidélité. C'est auprès d'eux qu'ils veulent être fidèles. Vous savez, la théorie d'Erikson, c'est une théorie psychosociale. Donc, le rôle des gens autour de nous est déterminant dans le développement de l'identité, bien sûr, de la personnalité. Et puis, ce que nomme Erikson ici, bon, il parle de définir l'identité en lien avec l'intimité. Eh bien, pour lui, l'homme définit son identité et laisse place par la suite à l'intimité, alors que la femme, elle, définit son identité à travers l'intimité. C'est ce volet-là qui distingue entre hommes et femmes qui parfois fait des mésententes. La jeune fille, et c'est pour ça que je vous ai mis une photo ici, la jeune fille, elle a un cœur de dessiné sur son corps, alors que le jeune homme a un petit bonhomme joyeux, un petit bonhomme sourire. Donc, pour elle, cette jeune femme-là, je me définis en tant que femme, en tant que personne aimante et qui mérite d'être aimée. Donc, c'est en étant en relation avec ce jeune homme-là qu'elle va se découvrir davantage. Le jeune homme, lui, c'est plus, je veux savoir qui je suis, savoir quelle force que j'ai, quels sont mes talents, dans le fond, m'être déterminé, autodéterminé. Et ensuite, quand je saurai vraiment qui je suis, quelle est ma force, quelle est ma base, là, je pourrai ouvrir mon cœur pour cette femme-là ou cette personne-là, parce que ça ne s'adresse pas juste à des couples hétérosexuels. Chez les homosexuels, le garçon, peut aussi vivre la même chose. Deux hommes peuvent être en amour, mais tous deux vont chercher leur identité professionnelle, leur identité au niveau de leurs compétences, avant de dire, là, je suis prêt à rencontrer. Je tiens à vous préciser que les éléments que je viens de vous apporter concernant l'intimité et l'identité, eh bien, relèvent bien sûr des théories d'Erikson, des études qu'il a faites, des recherches qu'il a faites, mais il ne faut pas oublier à quel moment ces recherches-là ont été faites.
La grosse partie des travaux d'Erikson a été effectuée entre les années 60 et les années 80. Donc, il faut tenir compte des valeurs sociétales actuelles également pour savoir si ces contenus-là sont encore représentatifs. Ils peuvent être partiellement représentatifs ou encore complètement représentatifs. Alors, c'est toujours y aller en position de relativiser. En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là? Tout est relatif. Voilà, dans la compréhension puis l'application des principes que les différents théoriciens dont on parle vont nous amener leurs données. 3 problèmes identitaires qu'Erikson nomme qui doivent être résolus par l'adolescent à la fin de ce cheminement vers la recherche de l'identité. Il y a le choix d'une activité professionnelle, ce que tu vas faire dans la vie, l'adoption de valeurs qui relèvent des valeurs parentales, mais aussi des milieux dans lesquels il se retrouve, puis les personnes auxquelles il s'identifie, le développement d'une identité sexuelle satisfaisante. Donc, qui je suis comme être sexué. Quand il y a confusion au niveau de ces réalités identitaires-là, eh bien, on se retrouve dans la confusion. Et puis, cette confusion-là peut amener à vivre des expériences précoces ou des expériences qui vont être nocives, toxiques pour l'avenir de cette personne-là. On pense, par exemple, à des grossesses à l'adolescence, grossesses non désirées. La délinquance, pour lui, fait partie aussi des signes de confusion d'identité et le décrochage scolaire parce qu'on n'est pas capable de se fixer sur une activité professionnelle qui vient nous chercher, dans le fond. Alors ça pour lui, ces trois trucs-là, ces 3 dimensions-là sont fondamentales pour une bonne résolution de cette crise. Identité versus confusion de rôle. Un autre psychologue qui s'est intéressé à l'identité, mais qui tourne beaucoup plus autour de l'identité professionnelle, donc la première question de Erik Erikson, c'est James Marcia. Lui, il va parler d'état identitaire. Selon lui, il en existe 4 types qui vont être présents, dans lesquels les personnes peuvent se retrouver momentanément, et il y en a que ça va s'incruster et devenir leur identité permanente. 2 dimensions à l'intérieur de ça. Il y a ce qu'il appelle une crise. Et l'autre dimension, c'est l'engagement. Donc, si tu vis une crise identitaire, et une fois la résolution de ça, tu t'engages dans un processus identitaire. Donc, il y a des individus qui vont vivre la crise et qui vont rester dans la crise. Donc, ils n'arriveront pas à se fixer. Puis, il y en a d'autres que rapidement, ils vont s'engager dans des choix identitaires sans avoir vécu de période de réflexion, ce qu'on appelle la crise, justement. On a ici les définitions des 2 dimensions identitaires selon Marcia. Alors, ce qu'il appelle la crise, c'est la période de questionnement. Cette période-là va être suivie d'une prise de décision consciente de la part de l'adolescent, ce dans quoi il s'engage. L'engagement, ça donne la suite. Hein? L'engagement, c'est l'investissement personnel dans cette activité-là professionnelle ou, on dit, ou dans un système de croyances. Je pourrais illustrer ça en me définissant, par exemple, comme une adolescente qui est en secondaire 5, qui doit faire des choix pour aller au cégep. Parce que j'ai décidé de poursuivre des études au cégep, puis j'ai déjà en tête des études même universitaires. La période de crise, qu'est-ce que c'est? C'est de me dire dans quel programme collégial je dois m'inscrire pour aller vers mes objectifs de carrière. Je veux devenir orthophoniste. Être orthophoniste, ça exige, pour entrer à l'université, d'avoir des prérequis du domaine des sciences. Donc, je devrais faire mon cours en sciences de la nature. Mais je ne suis pas certaine que l'orthophonie, c'est nécessairement ça. J'hésite. Je me dis, la psychologie, ça m'intéresse aussi beaucoup. Pour la psychologie, la porte d'entrée, c'est les sciences humaines, avec des mathématiques, de la biologie, mais des sciences humaines essentiellement, qui serait le bagage le plus utile pour moi pour entrer en psychologie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose la question. Et puis là, je peux finir par déterminer,
Sciences Nature m'ouvre quand même les portes en psychologie. J'ai ce qu'il faut, j'ai les prérequis qu'il faut. J'ai peut-être pas eu de cours de psychologie comme tel, mais une fois rendu à l'université, mes bases vont être là. Ça va être des bases universitaires là-dedans, mais je vais avoir des bases dans d'autres choses, tout simplement. L'inverse ne se fait pas. Je ne peux pas partir de sciences humaines puis m'en aller en orthophonie. Alors bon, c'est beau, je me lance. Je m'inscris en sciences de la nature. Ça, c'est l'engagement. C'est pour ça que le terme utilisé, on dit investissement dans l'activité professionnelle. L'activité professionnelle, dans ce cas-ci, c'est les études qui vont mener à mon choix, à la réalisation de mon choix. Et puis, les croyances que j'ai, c'est que je crois que je peux réussir ce cours-là et que c'est la meilleure voie pour y arriver. Voilà! Le tableau croisé que vous voyez ici illustre comment sont structurés les 4 types d'identité selon James Marcia. On a parlé de questionnement, qui est la crise, et on a parlé d'engagement. Pour lui, il voit des niveaux qui se font dans chacune de ces dimensions-là. Donc, on peut avoir un questionnement élevé. Questionnement élevé, ça veut dire que tu te poses beaucoup de questions, puis tu as des questionnements faibles. Il y a aussi des engagements élevés, donc j'y crois fortement. Tes croyances sont là et je fonce là-dedans. Et il y a des engagements faibles. Bof, on verra. Bon, je vais essayer un peu. Pour ce qui est du questionnement, quand on dit un questionnement élevé, c'est je pèse les pour et les contre. Je peux même m'engager à un moment donné, essayer de m'engager dans quelque chose, puis changer d'idée, changer d'avis. Je retourne en phase de questionnement, donc en phase de crise, pour me réorienter. Puis, il y en a que vraiment, si l'engagement est faible et que le questionnement est faible, ça va donner un type d'identité qu'on appelle l'identité diffuse. Chacune de ces identités-là, je vais vous les expliquer puis vous les illustrer avec des exemples. Je vais vous donner 2 états d'identité où est-ce que le lien entre les deux est que la crise a été faible, où il n'y a pas eu de crise du tout, donc pas de questionnement. Premier modèle, l'identité surdéterminée. On appelle ça aussi l'identité foreclose ou héritée. Pourquoi on dit héritée? Parce que c'est comme si la personne, dans son choix d'identité professionnelle, s'était basée sur les choix de ses parents. C'est hérédité, si tu veux, donc identité héritée. Donc, état identitaire dans lequel une personne n'a pas consacré de temps à explorer les différentes possibilités. Il n'y a pas eu de crise. Il va s'engager en fonction des projets qui ont été amenés par d'autres personnes déterminées pour elle. On dit cette identité-là, elle est forte, mais rigide. J'ai pas le choix, c'est ça que je fais. C'est prédéterminé dans ma vie. On est avocat de père en fils. Mon grand-papa est juge, papa, il va être juge bientôt, et puis moi, je vais faire des études en droit pour devenir avocat. C'est comme ça, on est comme ça de génération en génération. La même chose sur le plan, mettons, agricole. On a des fermes laitières de génération en génération, et quand mon père va prendre sa retraite, je vais prendre la relève sur la ferme. Je ne me suis pas posé de questions, c'est là. Tout est bien, tout est OK. Ma voie est déjà tracée. Ça, c'est le premier type, où il n'y a pas de crise. L'identité diffuse maintenant, eh bien, dans celle-ci, il n'y a pas de crise. Donc, on ne se pose pas de questions, on n'essaye pas vraiment. Et puis, en plus, on ne s'engage pas non plus. On va commencer un projet d'étude sans grande conviction, puis on va abandonner très tôt. On va essayer autre chose, sans grande conviction encore une fois, et puis finalement, bon, les études, c'est pas pour moi, je mets ça de côté. Alors, ce qu'on remarque dans celui-là, c'est ça, il n'y a pas, on dit c'est un manque de considération sérieuse des différentes possibilités qui peuvent s'offrir à lui. On parle aussi d'errance identitaire. La personne va se chercher, peut se chercher très longtemps et même jamais se trouver une identité professionnelle qui est satisfaisante pour lui. Cette personne-là, on remarque dans son identité de l'immaturité et aussi, comme il ne s'accroche pas à rien au niveau de son travail, il a aussi tendance à ne pas, j'allais dire s'accrocher aux gens, mais en tout cas se lier de façon sérieuse aux gens. Donc, même ses relations vont être superficielles. Son investissement dans le travail,
elle est faible et il va être aussi comme ça avec les personnes. Donc, peut se lancer sur le marché de l'emploi sans avoir complété de diplôme, mais va lâcher son emploi parce que, bon, finalement, il va essayer autre chose, parce que là, peut-être qu'il devrait aller en Colombie-Britannique, ou peut-être qu'il devrait essayer ci, devrait essayer ça. Mais il ne reste jamais très longtemps quelque part, donc même ses relations ne durent pas longtemps. L'identité en moratoire. Celle-là, il y a période de crise. Et donc, la personne va réfléchir sérieusement à toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Et puis, à partir de ce moment-là, va s'engager. Mais au moment où elle s'est engagée, elle était convaincue, ses croyances lui disaient, je vais passer par ce chemin-là. Et ça se peut qu'elle change d'idée. Elle réalise que finalement, c'est pas pour elle, que ce soit au niveau des sciences ou au niveau d'une technique particulière dans laquelle elle a commencé. Je pensais aimer ça, mais finalement, bon, mettons, je donnerais l'exemple d'une technique de soins esthétiques, par exemple. La personne dit, ah oui, c'est vraiment quelque chose que moi, qui me plaît beaucoup. Mais rendu à faire des stages, des choses comme ça, elle réalise que c'est pas le contact avec la clientèle comme ça, l'intimité qui se retrouve dans les soins esthétiques, pour elle, ça ne lui procure pas le plaisir qu'elle aurait souhaité, ou même ça lui provoque un inconfort. Ah, donc, on arrête tout ça, et puis on s'oriente vers une autre discipline. On recommence. Chaque fois qu'on va quitter quelque chose, eh bien, on va réessayer autre chose. On est encore en période de crise, mais on veut s'engager quelque part. Donc, c'est l'identité en moratoire. Et comme en attente de réalisation. Dernier type d'identité, l'identité en réalisation. Donc, après tous ces questionnements-là, après avoir été en moratoire plus ou moins longtemps, la personne, elle a fait son choix. Elle est engagée dans un processus qui va l'amener à faire compléter le diplôme dans lequel vous êtes, vous vous sentez bien, vous vous voyez dans l'avenir exercer dans cet emploi-là, dans cette discipline-là. Puis, et même vous avez commencé vos stages, c'est satisfaisant, je poursuis jusqu'à la fin. C'est une identité en réalisation. Je vous ai parlé que James Marcia, sa recherche au niveau de l'identité portait surtout sur les identités professionnelles. Mais il ne faut pas s'en tenir qu'à cela. Ces 4 états identitaires-là vont se retrouver aussi dans tout ce qui est système de valeurs, même au niveau des relations amoureuses. Quand je vous parlais d'identité diffuse, la personne qui ne s'engage pas dans un travail va aussi pas avoir tendance à s'engager dans les relations intimes. C'est ce qui peut se produire. Est-ce que je peux avoir une identité professionnelle diffuse et une identité amoureuse qui serait en voie de réalisation? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais la vie ne sera pas facile pour toi si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas professionnellement et peut-être que ta relation amoureuse va redevenir diffuse. On pourrait faire un exemple à partir de l'identité surdéterminée qui toucherait les relations amoureuses. Ça serait 2 personnes qui se rencontrent, coup de foudre, c'est merveilleux, l'engagement est prévu déjà, hein, ça fait 3 mois qu'on se connaît, on va se fiancer à Noël, puis l'été prochain, on va se marier. Nos parents respectifs sont d'accord avec ça. On va partir tous les deux étudier à l'extérieur. On va commencer à avoir une vie de couple finalement et éventuellement les enfants vont arriver. Donc tout est casé, tout est déjà déterminé d'avance et booké. Ça fait le bonheur de tout le monde. Ben, on va espérer que ça soit le bonheur sur le long terme. C'est ça. Et si on voit d'autres facteurs qui entrent en jeu dans le fait d'avoir tel type d'identité plutôt que tel autre, on va parler des facteurs qui sont personnels puis des facteurs qui sont familiaux. Commençons par les facteurs familiaux, puis je vais prendre un exemple par rapport à l'identité surdéterminée. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quelle sorte de parents la personne peut avoir? Ben, ça va être des parents qui vont être plutôt de style, de type autoritaire. Donc, qui vont décider pour l'enfant de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour lui. C'est pour ça qu'on a inscrit les parents s'occupent trop de leurs enfants. C'est
c'est pas trop, on dit, on s'occupe jamais trop de notre enfant. La façon dont c'est formulé là, c'est peut-être pas assez clair. S'occupe trop mal en faisant tout à leur place et en décidant pour eux. C'est un peu ça. Et puis aussi, dans ces familles-là, l'enfant, il n'a pas son mot à dire par rapport à ses choix personnels. C'est comme s'il y a un moule dans lequel le parent fait passer tous ses enfants. S'il y en a juste un, il a décidé que c'est dans ce moule-là qui va passer pour réussir dans la vie. Donc, la famille est un facteur important. À ça s'ajoute la personnalité. Dans le fond, pour faire une identité surdéterminée, forte, si vous voulez, si en plus, la personne elle a une personnalité qu'on appelle autoritariste. Tu vois, c'est lié avec autoritaire. Donc, on respecte toutes les règles, qui a des pensées plutôt rigides, obéit à l'autorité. Cette personne-là a tout ce qu'il faut pour développer une identité surdéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi par rapport à la personnalité de la personne qui a une identité surdéterminée? Relation dépendante et faible degré d'anxiété. Hein? Tu dis, comment ça? Non, il n'y en a pas beaucoup, ceux qui ont une identité surdéterminée. Tout est correct, tout est déterminé d'avance. Je sais où est-ce que je m'en vais parce qu'on m'a dit où est-ce que je m'en allais. Est-ce que ça va faire quelqu'un qui va être épanoui dans son travail, dans sa vie? En tout cas, il ne vivra pas d'anxiété, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être heureux. Donc, si tu as des traits de personnalité qui ne correspondent pas à ça, puis que ta famille a tous les facteurs qui vont faire que tu peux devenir surdéterminé, il se peut que ce n'est pas ça qui t'arrive ou que tu changes en cours de route. Vous avez déjà entendu parler que des jeunes ont dit à un moment donné, bon, il s'est réveillé, puis il s'est sorti du contrôle parental, puis il a décidé enfin de faire ses choix à lui. Ben, c'est qu'il a été surdéterminé pendant un certain temps, puis il a réalisé qu'il n'était pas heureux, et puis il a décidé de vivre pour lui-même, ce qui est une très bonne chose. Ça aurait été préférable, cependant, qu'il ait une identité en moratoire, après ça une identité en réalisation qui lui correspond, plutôt que de passer par une identité surdéterminée dans laquelle il n'est pas heureux. Toutes les personnes qui sont en identité surdéterminée ne sont pas malheureux. N'oubliez pas, il y en a qui sont très confortables là-dedans, c'est sécuritaire, c'est des règles familiales, on suit ça et on sait qu'on va être appuyé par nos proches. Je peux reprendre un autre des états d'identité qui me parle beaucoup, l'identité en moratoire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça serait par rapport à la famille et à la personnalité? Ben, c'est un petit peu l'adolescent qui va être qui traverse sa crise, on le sait, même sa crise d'adolescence, qui peut aussi être parfois en désaccord avec ses parents. Il y a comme une espèce de petite lutte ambivalente. Est-ce que je vais faire ce qu'eux veulent que je fasse ou est-ce que je dois faire ce que moi, j'ai le goût de faire, vivre ce que j'ai le goût de vivre? Au niveau de la personnalité, ça va faire quelqu'un qui est un petit peu plus anxieux, qui a peur de ne pas réussir, qui a peur de se tromper, mais qui essaye pareil, hein, la crise est là pareil, il va essayer quand même des choses, puis il va se chercher un petit peu plus longtemps, mais c'est une bonne chose, parce qu'après ça, quand il va s'engager, il va vraiment être sûr qu'il a tout essayé pour voir où est-ce qu'il était sa place. C'est quand même bien, hein? Fait que vous regardez pour les autres types d'identité, à quoi ça correspond sur le plan de la famille et de la personnalité. Dans la structure de l'identité des adolescents, il faut tenir compte aussi de l'ethnicité. Donc, le fait d'appartenir à un groupe ethnique en particulier va très certainement teinter ta personnalité, pas juste teinter, bien la colorer. Tout à fait. Et puis, si on reprend le modèle de James Marcia, on peut aussi se retrouver avec, par rapport à l'ethnicité, diffus. On peut avoir surdéterminé. Tu sais, c'est le fait d'appartenir à mettons, une minorité ethnique particulière, et puis que les parents mettent beaucoup d'accent sur on préserve notre culture à plein au niveau de la langue, au niveau de l'habillement, au niveau des croyances, de la religion, en tout cas, vous voyez tout. On maintient ça de façon très rigide. C'est sûr que cette personne va être surdéterminée au niveau de son identité ethnique. Pour d'autres, si c'est laissé plus à la dérive, peut-être ça va être une identité diffuse, même si la personne connaît ses origines. Elle peut être en moratoire aussi, dire « Ok, j'ai par exemple un enfant adopté, et puis j'ai le goût de connaître
la culture de mes origines ethniques, eh bien là, il va être à la recherche pour en apprendre sur son origine, mais peut-être qu'il n'ira pas jusqu'à apprendre la langue et tout le tralala qui va avec son identité. Voilà. Parlons maintenant de la sexualité des adolescents. Pour bon nombre d'adultes, il y a une fausse croyance par rapport à la sexualité qui est vécue par nos adolescents. Ils la voient comme quelque chose de débridé, que les jeunes, dans le fond, ils ont des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sans se protéger, sans faire attention à leur partenaire. C'est faux. C'est faux. Puis les adolescents n'ont pas de multiples partenaires en même temps. Ils ont des partenaires amoureux uniques, mais sous une courte période parfois. Donc, ils peuvent changer fréquemment de partenaire, mais ce n'est pas tout le monde en même temps. C'est des monogamies successives. Tiens, mais quand ils entreprennent une relation, ils sont vraiment en amour par-dessus la tête, mais en amour avec l'amour. La façon dont ils se comportent aussi l'un par rapport à l'autre, il y a une forme d'éthique informelle dans les conduites sexuelles qu'on doit adopter, dans laquelle il y a du respect aussi. Okay? Ce n'est pas des violences sexuelles systématiques comme ça peut être perçu. Le petit gars, il a abusé d'elle. La jeune fille va contribuer, va s'engager dans cette relation-là, va consentir, mais peut-être que ça ne sera pas aussi, ou très certainement pas aussi merveilleux que ce qu'elle a vu à la télévision. Hein? Dans les films d'ados, l'amour, c'est donc bien beau. Qu'est-ce que nous dit Sigmund Freud par rapport à la sexualité? Il ne faut pas l'oublier. Oral, anal, phallique, latence et maintenant génitale, donc le dernier stade de développement psychosexuel. Pour lui, les pulsions sexuelles qui avaient été endormies pendant la période de latence, c'est celle qui correspond aux années du primaire, si tu veux. Donc, l'enfant n'a pas encore eu sa poussée pubertaire. Et bien là, quand tu es rendu au stade génital, c'est déclenché cette affaire-là. Donc, les pulsions sont dirigées vers qui? Vers des pairs, donc des pareils, des pairs de sexe. Lui, c'est nécessairement de sexe opposé et en dehors de la famille. En dehors de la famille, je comprends. Sexe opposé, n'oubliez pas, comme dans l'époque victorienne, hein? Et l'homosexualité, c'était pas très bien vu et surtout pas compris du tout. C'est pour Freud la naissance de la sexualité adulte et la zone érogène, ce sont les organes génitaux. Rappelez-vous que quand on parlait du stade phallique, c'était aussi les organes génitaux qui étaient la zone sensible pour l'enfant. Mais ce n'était pas une zone qui touche une pulsion sexuelle qui va tourner vers l'autre, c'est une zone d'exploration personnelle qu'on y retrouvait, dans laquelle qui durait un certain temps, et puis après ça, l'enfant se désintéressait de la sexualité de l'autre. Il n'y avait plus la curiosité qu'il y avait à cette époque-là. Là, c'est pas juste de la curiosité, c'est vraiment un désir, une pulsion qui apparaît dans son corps, des sensations qu'il va retrouver qui vont être nouvelles. Donc, le stade génital, c'est le dernier stade psychosexuel selon Freud, où normalement l'adolescent atteint la maturité sexuelle. Il n'y aura donc pas de fixation à ce stade-là, parce que c'est l'aboutissement normal prévu, parce que normal, on va toujours normal, c'est ce qu'on s'attend, prévu dans le développement psychosexuel de la personne. Stade oral, stade anal, stade phallique, on peut penser qu'il peut y avoir des fixations, mais pas au stade génital, puisque c'est l'atteinte ultime. On devrait rester dans une maturité sexuelle. Mais, vous savez qu'il y en a qui peuvent régresser. N'oubliez pas les mécanismes de défense. Régresser. On parle de fixation. Vous allez me demander, ouais, mais fixation phallique, ça serait quoi? En fait, on ne parlera pas de fixation phallique. On va parler d'Oedipe non résolu. Vous savez, le concept dans lequel l'enfant est amoureux du parent de sexe opposé puis qui voudrait faire disparaître l'autre parent puis le remplacer. Eh bien oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se rendre, à compléter son développement psychosexuel parce qu'ils restent bloqués.
Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'aura pas de relation sexuelle avec une personne de sexe opposé. On va élargir le concept de Freud, là, avec, il n'y aura pas une vie sexuelle amoureuse satisfaisante. Non, c'est qu'il va rester, cette personne-là va rester quand même très dépendante de son parent. Cette relation-là est plus importante, est plus fusionnelle que la relation avec le partenaire de vie. Et oui, mesdames et messieurs, ça existe. J'en ai déjà eu en clinique et je vais vous dire que c'est une problématique très, très, très importante. Pas pour le parent qui est investi de l'Oedipe de son enfant, mais pour le partenaire amoureux de celui-là. Celui-là qui est encore en amour avec son parent, puis qui ne lâche pas, puis qu'on dit qu'il est encore en dessous des jupes de sa mère après 45 ans. Là. Mais c'est extrêmement problématique dans ces couples-là. Des petites données statistiques concernant l'activité sexuelle de nos adolescents. Eh bien, vous allez dire qu'à l'Indobine, au Québec, nos jeunes sont pas mal actifs. 40% des adolescents entre 15 et 17 ans ont dit avoir eu des relations sexuelles, tandis que pour l'ensemble du Canada, ça serait 27%. Puis, si on change de niveau d'âge, 18-19 ans, là, c'est 86 contre 63%. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait émettre plein d'hypothèses. Moi, j'aimerais bien dire que c'est parce que nos petits Québécois sont beaucoup plus honnêtes ou sont beaucoup plus précoces en tout, ont une libido plus forte. Je ne serais pas sûre d'être dans le coup. Ou tout simplement que la religion est moins présente, donc il y a moins de négatifs mis autour le fait d'avoir une activité sexuelle prémaritale. Peut-être c'est ça. Hein? Une autre croyance à défaire, c'est de dire que les jeunes ont davantage de relations sexuelles à un âge précoce. Mais ça, c'est faux, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que c'est simplement un adolescent sur 5 qui va avoir des relations sexuelles avant l'âge de 15 ans. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que ces jeunes-là, qui ont eu précocement des relations, eh bien, ils ont eu aussi plusieurs partenaires. Okay? Donc, ils vont avoir une activité sexuelle beaucoup plus importante à tous les niveaux. C'est peut-être plus ça qui a frappé l'imaginaire des gens, puis qui ont essayé de généraliser ça à la vie de tous les adolescents. On va démêler ici deux notions qu'on entend souvent, qui est l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. L'orientation, c'est vers qui tu es attiré. Attirance sexuelle, c'est ça qui va être le motif de rencontre d'une personne. Je suis d'orientation hétérosexuelle, donc je vais m'intéresser à une personne de sexe opposé pour avoir des relations sexuelles, pour vivre et m'épanouir dans ma sexualité. Homosexualité, homo veut dire la même chose, donc le même sexe que moi. Et bisexualité, ça serait, on pourrait être attiré par un homme autant que par une femme. Donc, il y a de l'attirance sexuelle pour un pour l'autre. On parle aussi de l'asexuel. Cette personne-là qui serait asexuelle n'éprouverait aucun désir sexuel pour que ce soit un homme, que ce soit une femme. Bien sûr, c'est quelque chose qui est plutôt rare, mais il y a des personnes qui se disent asexuelles. Et les pansexuels, à ce moment-là, c'est pas un bisexuel parce que le pansexuel peut avoir un partenaire homme ou un partenaire femme, mais c'est pas la sexualité qui va être déterminante dans le désir d'entrer en relation. Ils sont amoureux de la personne et de cela, la sexualité va s'inscrire comme quelque chose qui est privilégié entre eux. Donc, une personne pourrait être pansexuelle et être en relation avec une personne qui est homosexuelle. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle est tombée en amour. Je suis une femme, je suis tombée en amour, un amour vraiment sincère, profond pour une autre femme. Mais cette femme-là, elle est homosexuelle, elle est lesbienne. Elle aime les femmes, elle désire les femmes. Donc, dans mon rapport avec cette personne-là, bien sûr, j'aurais des relations sexuelles, mais c'est pas ça qui guiderait principalement ma quête amoureuse. Alors, tous ces termes-là continuent d'évoluer au cours des dernières années. C'est vraiment devenu un sujet brûlant d'actualité.
Et l'identité sexuelle, maintenant, c'est qui suis-je? Je suis un homme? Je suis une femme? Est-ce que je peux être un et l'autre? Il y en a qui vont déterminer justement qu'ils ne sont ni un ni l'autre, ce qu'on appelle les non-binaires. Je ne suis ni un homme ni une femme. Et le non-binaire, ce n'est pas nécessairement l'intersexuel. Donc, il n'y a pas nécessairement quelque chose de biologique qui détermine si la personne est un non-binaire. Mais qu'est-ce que l'intersexuel? L'intersexuel, c'est un individu qui va naître avec des caractéristiques des deux sexes. Avant ça, on parlait de pseudo-hermaphrodisme. Donc, biologiquement, il peut avoir les chromosomes X, Y, mais présenter également des organes génitaux d'apparence féminine. Donc, c'est au cours du développement embryonnaire que ça va se produire. Donc, cette personne-là, quand elle vient au monde, eh bien, c'est ça la difficulté pour les parents. On est dans un monde très, très sexué, hein, c'est féminin ou masculin, de comment ils vont élever cet enfant-là. On dit, oui, mais élève-le comme un enfant, c'est rien qu'un enfant. Oui, mais on a beaucoup de stéréotypes associés à chacun des sexes. Des vêtements de garçons, des jeux de garçons. Puis même, bon, dans les salles de toilettes, dans les écoles primaires, les toilettes pour filles, toilettes pour hommes, Donc, les parents doivent choisir très tôt à quel sexe appartient leur enfant. Même qu'autrefois, ce qu'on faisait, qui était vraiment dramatique, c'est qu'on procédait à des interventions chirurgicales pour régler le problème. Si les organes s'apparentaient plus à ceux d'un homme qu'à ceux d'une femme, eh bien, on procédait à des mutilations, carrément des mutilations, pour refaire un appareil génital qui est le plus représentatif de ce qu'on a décidé. Alors qu'on n'a pas laissé la personne, elle, se retrouver puis s'identifier au sexe auquel elle se sent bien. On vous parle aussi des transsexuels, donc des personnes qui, de toute évidence, ont la morphologie et même le code génétique d'un sexe, mais qu'ils se sentent à l'intérieur appartenant à l'autre sexe. Et oui. Parler de sexualité avec son adolescent, pour certains parents, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ils vont préférer éviter le sujet plutôt que de l'aborder directement et de façon, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et de désir de communiquer puis de comprendre pour justement prévenir les problématiques autour de la sexualité de l'adolescent qui vivent des mauvaises expériences. Donc, les parents sont conscients de l'activité sexuelle de leur enfant, mais pas toujours non plus capables de l'aborder puis de l'accepter. Pour certains, ben, c'est comme si j'ai plus ma petite fille, mon petit bébé est devenu une femme. Donc, devenir une femme, ça veut dire éventuellement avoir des relations sexuelles. Puis, il y a de la difficulté à se mettre en tête que c'est une femme en devenir. Du côté des adolescents, ben, ils aimeraient bien pouvoir en parler ouvertement avec leurs parents. Mais c'est pas toujours des parents qui sont ouverts non plus. C'est des questions qu'ils vont discuter beaucoup plus avec leurs amis, donc avoir de mauvaises réponses par rapport à leurs questionnements fondamentaux qui touchent la sexualité. Pourquoi un adolescent ne parle pas à ses parents, de ce qu'il vit sur le plan sexuel? Ben, ils considèrent leurs parents comme étant trop fermés sur cette question-là. Mes parents ils veulent pas en entendre parler. Ils comprennent rien. De toute façon, ils sont convaincus qu'ils ont un point de vue qui est différent du leur par rapport à l'évolution de leur pulsion sexuelle, leur orientation sexuelle. Et aussi une grande peur de la réaction des parents quand ils vont apprendre qu'il y a une vie sexuelle active. Je vous parlais du parent qui est resté comme très parent poule, que pour lui, son enfant n'a pas grandi. Ben lui, c'est certain que s'il apprend que son garçon, sa fille a des relations sexuelles, ben c'est inacceptable. Donc, on préfère ne pas en parler parce qu'on ne veut pas avoir des sermons ou carrément des punitions. Quand on parle de parents qui sont autoritaires, peuvent empêcher leurs jeunes de fréquenter l'ami de cœur, tout simplement parce qu'il a été mis au courant qu'ils ont eu un rapport sexuel, même si ce n'est pas un rapport sexuel complet, là, la sexualité, tu n'es pas prêt à vivre ça,
C'est ce que le parent va dire, tu n'es pas prêt à vivre ça maintenant. Et puis, finis tes études. Quand tu auras fini tes études, là, tu t'intéresseras à ça parce que là, ça va te déranger dans tes études. C'est ça que les jeunes ont peur d'entendre. Est-ce que leur parent est comme ça? Eh bien, il y a des parents, oui. Puis il y a des parents qui sont très ouverts, mais les jeunes vont quand même s'empêcher d'en parler. C'est des sujets délicats. Dans quelle situation ça va être favorable pour le jeune de parler de ce qu'il vit? Eh bien, ce qu'on a remarqué, les études ont dévoilé que la communication mère-fille, c'est souvent celle-là qui est la plus ouverte. Mais il faut tenir compte du fait qu'il faut que ça soit une relation qui est déjà harmonieuse et respectueuse. Donc, la jeune fille va pouvoir se confier à son parent et savoir que le parent ne le jugera pas, puis va juste l'aviser de ce qu'est, puis va répondre à son questionnement, va le soutenir dans sa recherche, puis c'est ça, ça peut être l'accompagner chez le médecin pour dire, bon, ben, tu commences à avoir des relations sexuelles, ça serait bien que tu puisses, c'est une jeune fille, prendre la pilule contraceptive pour éviter une grossesse non désirée. Puis il va aussi l'aider à faire des choix éclairés par rapport à la contraception, pas juste la pilule. La pilule, ça ne protège pas contre les maladies transmissibles sexuellement. Donc, il peut le guider à l'intérieur de ça. Il dit, ouais, mais ils apprennent tout ça à l'école. À un moment donné, il y a une infirmière qui débarque et qui leur explique tout ça. Il n'y a pas toujours une ouverture à cette compréhension-là, de cette information-là, puis au moment où c'est dévoilé à l'adolescent, dans un contexte scolaire. N'oubliez pas qu'il y a un décalage aussi au niveau des garçons et des filles. Donc, il y a un décalage aussi dans l'absorption de cette information. Qu'est-ce qui va faire qu'il ne voudra peut-être pas se dévoiler, même si la relation est harmonieuse, respectueuse avec son parent? C'est qu'il a peur de se faire poser des questions. Il veut en parler, mais il va en parler à son rythme. Donc, le parent n'a pas à bousculer ça. Et surtout, le parent n'a pas à parler de sa propre vie sexuelle pour donner des explications à son enfant. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas savoir ce que tu fais avec papa. Ou beau papa, en tout cas, on ne veut pas. Mais oui, le jeune, il veut pouvoir poser des questions sans que le parent se dise qu'il est en train de vivre ça. Et quand le parent a une attitude compréhensive, eh bien, l'adolescent est très, très reconnaissant par rapport à ça, puis il ne se gênera pas après ça lui poser toutes sortes de questions de cet ordre-là, mais il faut laisser venir à nous. Donc, on ouvre une porte, moi je parle comme un adulte parent d'adolescent, bien, on ouvre la porte, puis tu sais quand ça va être le temps d'en parler. Une bonne façon d'ouvrir la porte pour un adolescent, ça c'était la stratégie que personnellement j'avais employée, c'est que j'avais acheté des volumes qui sont vraiment spécifiquement faits pour les adolescents par rapport à la sexualité. Et puis, je les achetais, mais je ne disais pas, lis ça. Non, je les laissais traîner bien en vue. Puis comme j'avais un paquet de filles qui sont comme toutes à peu près 1 an de différence, 2 ans de différence, eh bien, je les ai même retrouvés. À un moment donné, il y en avait 3, parce que j'en ai 5, là, 5 filles. 3 ensemble, OK, à consulter le volume, puis à se poser des questions, à répondre à des questions par rapport à ça. Je disais, ah, ben c'est bien. Si vous avez besoin d'autres informations, tu sais, les filles, gênez-vous pas, là. Moi, je peux aussi vous parler de ce que c'est, puis de comment ça peut être vécu, puis les pièges dans lesquels il ne faut pas vous tomber. Alors, dans mon cas à moi, je parle de mon expérience personnelle, ça s'est bien passé. Puis je pense que si mes enfants avaient témoigné, ils vous diraient la même chose. Mais il faut dire que j'ai étudié dans un domaine où c'est important de parler de sexualité et bien avant l'adolescence.